La bête à Met Bellhomme, Guy de Maupassant. La diligence du Havre allait quitter Criquetot, et tous les voyageurs attendaient l'appel de leur nom dans la cour de l'hôtel du commerce, tenu par Malandin fils. C'était une voiture jaune, montée sur des roues, jaunes aussi autrefois, mais rendues presque grises par l'accumulation des boues. Celle de devant était toute petite, celle de derrière, hautes et frêles, portait le coffre difforme et enflé comme un ventre de bête. 3 roses blanches, dont on remarquait au premier coup d'œil les têtes énormes et les gros genoux ronds, attelés en arbalète, devaient traîner cette carriole qui avait du monstre dans sa structure et son allure. Les chevaux semblaient endormis déjà devant l'étrange véhicule. Le cocher, Césaire Orlaville, un petit homme à gros ventre, souple cependant, par suite de l'habitude constante de grimper sur ses roues et d'escalader l'impériale, la face rougie par le grand air des champs, les pluies, les bourrasques et les petits vers, les yeux devenus clignotants sous les coups de vent et de grêle, apparut sur la porte de l'hôtel en s'essuyant la bouche d'un revers de main. De larges paniers ronds, pleins de volailles effarées, attendaient devant les paysannes immobiles. Césaire Orlaville les prit l'un après l'autre et les posa sur le toit de sa voiture. Puis il y plaça plus doucement ceux qui contenaient des œufs. Il y jeta ensuite d'en bas quelques petits sacs de grains, de menus paquets enveloppés de mouchoirs, de bouts de toile ou de papier. Puis il ouvrit la porte de derrière et, tirant une liste de sa poche, il lut en appelant « Monsieur le curé de Gorgeville ». Le prêtre s'avança. Un grand homme puissant, large, gros, violacé et d'air aimable. Il retroussa sa soutane pour lever le pied, comme les femmes retroussent leurs jupes, et grimpa dans la guimbarde. « L'instituteur de Rolbec-les-Grinets ». L'homme se hâta, long, timide, en redingoté jusqu'aux genoux, et il disparut à son tour dans la porte ouverte. « Maître Poiret, 2 places ». Poiret s'en vint, haut et tordu, courbé par la charrue, maigri par l'abstinence, osseux, la peau séchée par l'oubli des lavages. Sa femme le suivait, petite et maigre, pareille à une bique fatiguée, portant à 2 mains un immense parapluie vert. « Maître Rabot, 2 places ». Rabot hésita, étant de nature perplexe. Il demanda « C'est ben un mec qui t'appelle ?» Le cocher, qu'on avait surnommé Dégourdi, allait répondre une facétie quand Rabot piqua une tête vers la portière, lancée en avant par une poussée de sa femme, une gaillarde haute et carrée dont le ventre était vaste et rond comme une futaille, les mains larges comme des battoirs. Et Rabot fila dans la voiture à la façon d'un rat qui rentre dans son trou. « Maître Caniveau !» Un gros paysan, plus lourd qu'un bœuf, fit plier les ressorts et s'engouffra à son tour dans l'intérieur du coffre jaune. « Maître Bellhomme !» Bellhomme, un grand maigre, s'approcha, le cou de travers, la face dolente, un mouchoir appliqué sur l'oreille comme s'il souffrait d'un fort mal de dents. Tous portaient la blouse bleue par-dessus d'antiques et singulières vestes de drap noir ou verdâtre, vêtements de cérémonie qu'ils découvriraient dans les rues du Havre, et leur chef était coiffé de casquettes de soie, hautes comme des tours, suprême élégance dans la campagne normande. Césaire Orlaville referma la portière de sa boîte, puis monta sur son siège et fit claquer son fouet. Les 3 chevaux parurent se réveiller, et, remuant le cou, firent entendre un vague murmure de grelots. Le cocher, alors, hurlant « Huuuh !» de toute sa poitrine, fouilla les bêtes à tour de bras. Elles s'agitèrent, firent un effort, et se mirent en route d'un petit trot boiteux et lent. Et derrière elles, la voiture, secouant ses carreaux branlants et toute la ferraille de ses ressorts, faisait un bruit surprenant de ferblanterie et de verrerie, tandis que chaque ligne de voyageurs, ballottée et balancée par les secousses, avait des reflux de flots à tous les remous des chaos. On se tut d'abord, par respect pour le curé, qui gênait les épanchements. Il se mit à parler le premier, étant d'un caractère loquace et familier. « Eh ben, maître Caniveau, dit-il,
Ça va-t-il comme vous voulez ?» L'énorme campagnard, qu'une sympathie de taille, d'encolure et de ventre liait avec l'ecclésiastique, répondit en souriant: « Tout de même, monsieur le curé, tout de même, et de votre part ?»« Oh, de ma part, ça va toujours. »« Et vous, maître Poiré ?» demanda l'abbé. « Oh, mais ça irait, n'étaient les cossards, colza, qui ne donneront guère cette année, mais vu les affaires, c'est là-dessus qu'on se rattrape. » « Que voulez-vous, les temps sont durs. »« Que oui, qui sont durs !» affirma d'une voix de gendarme la grande femme de maître Rabot. Comme elle était d'un village voisin, le curé ne la connaissait que de nom. « Chez vous, la Blondelle ?» dit-il. « Oui, c'est mais qu'a épousé Rabot. » Rabot, fluet, timide et satisfait, salua en souriant. Il salua d'une grande inclinaison de tête en avant, comme pour dire « C'est bien moi, Rabot, qu'a épousé la Blondelle. » Soudain, maître Bellhomme, qui tenait toujours son mouchoir sur son oreille, se mit à gémir d'une façon lamentable. Elle faisait « Nio, nio, nio » en tapant du pied pour exprimer son affreuse souffrance. « Vous avez donc bien mal aux dents ?» demanda le curé. Le paysan cessa un instant de geindre pour répondre « Non, point, monsieur le curé, c'est point des dents, c'est de l'oreille, du fond de l'oreille. »« Qu'est-ce que vous avez donc dans l'oreille? Un dépôt? » ?»« Je sais point si c'est un dépôt, mais je sais bien que c'est une bête, une grosse bête, qui m'a entré dedans, vu que je dormais sur le foin dans le grenier. » « Une bête? Vous êtes sûr? »« Si j'en suis sûr, comme du paradis, monsieur le curé. Vu qu'elle me grignote à le fond de l'oreille, elle me mange la tête, pour sûr, elle me mange la tête. Oh, gno, gno, gno !» Et il se remit à taper du pied. Un grand intérêt s'était éveillé dans l'assistance. Chacun donnait son avis. Poiret voulait que ce fût une araignée, l'instituteur que ce fût une chenille. Il avait vu ça une fois déjà à Camp-Muret, dans l'Orne, où il était resté 6 ans. Même la chenille était entrée dans la tête et sortie par le nez. Mais l'homme était demeuré sourd de cette oreille-là, puisqu'il avait le tympan crevé. « C'est plutôt un ver, » déclara le curé. Maître Bellhomme, la tête renversée de côté et appuyé contre la portière, car il était monté le dernier, gémissait toujours. « Oh, gno, gno, gno ! Je créerais bien que c'était une frémie, une grosse frémie, tant qu'en mort. Tenez, monsieur le curé, à galop, à galop. Oh, gno, gno, gno. Que misère !»« T'as point vu le médecin ?» demanda Caniveau. « Oh, pour sûr, non !»« D'où vient ça ?» La peur du médecin sembla guérir Bellhomme. Il se redressa, sans toutefois lâcher son mouchoir. « D'où vient ça? T'as des sous pour rester, pour ces fainéants-là? Ils seraient venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça fait 2 sécus de 100 sous, 2 sécus, pour sûr. Qu'est-ce qu'il aurait fait, dit? Suffignon, dit. Qu'est-ce qu'il aurait fait, sais-tu, t'es? » Caniveau riait. « Non, je sais point. Où est-ce que tu vas comme ça? »« Ah, je vais au Havre, vers Chambrelan. »« Qu'est Chambrelan? »« Le guérisseux, donc. »« Qu'est guérisseux? »« Le guérisseux qu'a guéri mon pé. »« Ton pé? »« Oui, mon pé, dans le temps. »« Qu'est-ce qu'il avait, ton pé? »« Un vent dans le dos, qui n'en pouvait plus remuer pied ni gambe. »« Et qu'il y a fait, ton Chambrelan? » Il a manié le dos comme pour faire du pain, avec les 2 mains donc, et ça y a passé en une couple d'heures. Bellhomme pensait bien aussi que Chambrelan avait prononcé des paroles, mais il n'osait pas dire ça devant le curé. Caniveau reprit en riant. « C'est-il point quelque lapin que t'as dans l'oreille? Il aurait pris ce trou-là pour son terrier, vu la ronce. Attends, je vais le faire sauver. » Et Caniveau, formant un porte-voix de ses mains, commença à imiter les aboiements des chiens courant en chasse. Il jappait, hurlait, piaulait, aboyait.
Et tout le monde se mit à rire dans la voiture, même l'instituteur, qui ne riait jamais. Cependant, comme Bel-Homme paraissait fâché qu'on se moquât de lui, le curé détourna la conversation et, s'adressant à la grande femme de Rabault, « Est-ce que vous n'avez pas une nombreuse famille ?»« Que oui, monsieur le curé, que c'est dur à élever. » Rabault opinait de la tête, comme pour dire « Ah oui, c'est dur à élever. » « Combien d'enfants ?» Elle déclara avec autorité, d'une voix forte et sûre. « 16 enfants, monsieur le curé, 15 de mon homme. » Et Rabault se mit à sourire plus fort, en saluant du front. Il en avait fait 15. Lui tout seul, Rabault. Sa femme l'avouait. Donc on n'en pouvait point douter. Il en était fier, parbleu. De qui le 16e? Elle ne le dit pas. C'était le premier, sans doute. On le savait peut-être, car on ne s'étonna point. Caniveau lui-même demeura impassible. Mais Bel-Homme se mit à gémir. « Oh, gno, un trifouille dans le fond, oh misère !» La voiture s'arrêtait au café Polyte. Le curé dit « Si on vous coulait un peu d'eau dans l'oreille, on la ferait peut-être sortir. Voulez-vous essayer ?» Pour sûr, je veux bien. Et tout le monde descendit pour assister à l'opération. Le prêtre demanda une cuvette, une serviette et un verre d'eau, et il chargea l'instituteur de tenir bien inclinée la tête du patient, puis, dès que le liquide aurait pénétré dans le canal, de la renverser brusquement. Mais Caniveau, qui regardait déjà dans l'oreille de Bel-Homme pour voir s'il ne découvrirait pas la bête à l'œil nu, s'écria « Crénom d'un nom, quelle marmelade! Faut déboucher ça, mon vieux! Jamais ton lapin sortira dans cette confiture-là! Et s'y collerait les quatre pattes! » Le curé examina à son tour le passage et le reconnut trop étroit et trop embourbé pour tenter l'expulsion de la bête. Ce fut l'instituteur qui débarrassa cette voie au moyen d'une allumette et d'une loque. Alors, au milieu de l'anxiété générale, le prêtre versa dans ce conduit nettoyé un demi-verre d'eau qui coula sur le visage, dans les cheveux et dans le cou de Bel-Homme. Puis l'instituteur retourna vivement la tête sur la cuvette comme s'il eût voulu la dévisser. Quelques gouttes retombèrent dans le vase blanc. Tous les voyageurs se précipitèrent. Aucune bête n'était sortie. Cependant, Bel-Homme déclarant « Je sens plus rien », le curé, triomphant, s'écria « Certainement, elle est noyée ». Tout le monde était content. On remonta dans la voiture. Mais à peine se fut-elle remise en route que Bel-Homme poussa des cris terribles. La bête s'était réveillée et était devenue furieuse. Il affirmait même qu'elle était entrée dans la tête maintenant, qu'elle lui dévorait la cervelle. Il hurlait avec de telles contorsions que la femme de Poiret, le croyant possédé du diable, se mit à pleurer en faisant le signe de la croix. Puis, la douleur se calmant un peu, le malade raconta qu'elle faisait le tour de son oreille. Il imitait avec son doigt les mouvements de la bête, semblait la voir, la suivre du regard. « Tenez, v'là qu'elle remonte. Nio, quelle misère !» Caniveau s'impatientait. « C'est Lio qui l'a enragé, cette bête. Elle est peut-être bien accoutumée au vin. » On se remit à rire. Il reprit « Quand j'allons arriver au café Bourbeux, donne-lui du fil en 6, et elle ne bougera plus, je te le jure. » Mais Bel-Homme n'y tenait plus de douleur. Il se mit à crier comme si on lui arrachait l'âme. Le curé fut obligé de lui soutenir la tête. On pria Césaire Orlaville d'arrêter à la première maison rencontrée. C'était une ferme en bordure sur la route. Bel-Homme y fut transporté, puis on le coucha sur la table de cuisine pour recommencer l'opération. Caniveau conseillait toujours de mêler de l'eau-de-vie à l'eau afin de griser et d'endormir la bête, de la tuer peut-être. Mais le curé préféra du vinaigre. On fit couler le mélange, goutte à goutte cette fois, afin qu'il pénétrât jusqu'au fond, puis on le laissa quelques minutes dans l'organe habité.
Une cuvette ayant été de nouveau apportée, Belhomme fut retourné tout d'une pièce par le curé et Caniveau, ces deux colosses, tandis que l'instituteur tapait avec ses doigts sur l'oreille saine afin de bien vider l'autre. Césaire Orlaville, lui-même, était entré pour voir, son fouet à la main. Et soudain, on aperçut, au fond de la cuvette, un petit point brun, pas plus gros qu'un grain d'oignon. Cela remuait pourtant, et c'était une puce. Des cris d'étonnement s'élevèrent, puis des rires éclatants. Une puce. Elle était bien bonne, bien bonne. Caniveau se tapait sur la cuisse. Césaire Orlaville fit claquer son fouet. Le curé s'esclaffait à la façon des ânes qui braient. L'instituteur riait comme on éternue, et les deux femmes poussaient de petits cris de gaieté, pareils au gloussement des poules. Belhomme s'était assis sur la table, et ayant pris sur ses genoux la cuvette, il contemplait avec une attention grave et une colère joyeuse dans l'œil la bestiole vaincue qui tournait dans sa goutte d'eau. Il grogna « Te v'là, charogne !» et cracha dessus. Le cocher, fou de gaieté, répétait « Un puce, un puce ! Ah, te v'là, sacré puceau, sacré puceau, sacré puceau !» Puis, s'étant un peu calmé, il cria « Allons, en route, v'là c'est de temps perdu !» Et les voyageurs, riant toujours, s'en allèrent vers la voiture. Cependant, Belhomme, venu le dernier, déclara « Mais je m'en retourne à Cricto. J'ai plus que fait au Havre à cette heure. » Le cocher lui dit « N'importe, paye ton place. Je t'en dis que la moitié, puisque j'ai point passé mi-chemin. » « Tu dois tout, puisque t'as retenu jusqu'au bout. » Et une dispute commença, qui devint bientôt une querelle furieuse. Belhomme jurait qu'il ne donnerait que 20 sous. Césaire Orlaville affirmait qu'il en recevrait 40. Et il criait, nez contre nez, les yeux dans les yeux. Caniveau redescendit. « D'abord, t'es des 40 sous au curé, t'entends? Et puis, une tournée à tout le monde, ça fait 55. Et puis, t'en donneras 20 à Césaire. Ça va-t-il, dégourdi ?» Le cocher, enchanté de voir Belhomme débourser 3 francs 75, répondit « Ça va. »« Allons, paye. »« Je paierai point. Le curé est pas médecin d'abord. Si tu ne paies point, je te remets dans la voiture à Césaire et je t'emporte au Havre. » Et le colosse, ayant saisi Belhomme par les reins, l'enleva comme un enfant. L'autre vit bien qu'il faudrait céder. Il tira sa bourse et paya. Puis la voiture se remit en marche vers le Havre, tandis que Belhomme retournait à Cricto, et tous les voyageurs, muets à présent, regardaient sur la route blanche la blouse bleue du paysan, balancée sur ses longues jambes. 22 septembre 1885.